Je m'appelle Miguel, ou du moins je m'appelais comme ça avant que mon nom ne devienne une condamnation à mort. Aujourd'hui, il ne reste plus que cette voix. Une voix fatiguée, brisée, qui a porté le poids de trop de cadavres et de trop de secrets pendant 15 longues années. Ce que je vais vous raconter, je ne l'ai jamais dit à personne. Pas aux flics, pas aux journalistes, pas même à ma propre mère. C'est une confession que j'ai enterrée aussi profondément que les corps que j'ai aidés à disparaître. Mais voilà, on ne peut pas fuir sa propre mémoire éternellement. Tout a commencé en 2003 à Reynosa, une ville frontalière du nord du Mexique. J'avais 18 ans. Pas de futur, pas de père, juste une mère épuisée qui nettoyait les maisons des riches et 2 petites sœurs qui avaient encore l'innocence dans les yeux. Moi, je vendais des bonbons au feu rouge, portais des sacs au marché, grattant quelques pesos là où je pouvais. Mais à Reynosa, cette année-là, la misère n'était pas le plus grand danger. C'était le pouvoir invisible du cartel du Golfe. Ils étaient partout. Derrière les échoppes de tacos, dans les stations-service, dans les postes de police. Il n'y avait pas de neutralité possible. Soit tu étais avec eux, soit tu étais un cadavre en attente. À l'époque, je croyais encore que le grand patron, c'était Osiel Cárdenas, l'homme que les journaux présentaient comme le parrain du Nord-Est. Un nom qui glaçait le sang, une silhouette omniprésente dans les rumeurs des rues. Mais aujourd'hui, je peux vous jurer une chose, Osiel n'était qu'un pion, une façade, un appât. Ceux qui tiraient vraiment les ficelles ne sont jamais apparus à la télévision. Et ils ne mettront jamais les pieds en prison. J'ai été leur serviteur, leur chien de guerre, leur témoin silencieux. J'ai connu leur code, leur organisation, leur visage sans masque. Et j'ai payé le prix fort pour avoir essayé d'en sortir vivant. Ce que vous allez entendre, ce n'est pas une success story. C'est une plongée dans l'enfer moderne, un monde géré comme une multinationale, mais scellé dans le sang. Vous pensez connaître les cartels. Ce que je vais vous dire va changer votre vision pour toujours. Je vais tout vous raconter. Depuis ce jour où un homme au visage balafré m'a tendu un bout de papier avec une adresse. Jusqu'à la nuit où j'ai dû choisir entre tuer mon meilleur ami ou trahir l'organisation. Et croyez-moi, ce choix m'a brisé. Vous croyez aux monstres. Moi, je les ai servis. Je suis né dans un quartier sans nom, où les rues étaient faites de poussière de promesses brisées et de rêves qui mouraient jeunes. Ma mère disait toujours que la pauvreté, ce n'était pas une honte, mais une malédiction. Mon père l'a abandonnée quand j'avais 5 ans, sans même laisser une lettre. Elle s'est retrouvée seule avec 3 bouches à nourrir et un dos qui se brisait un peu plus chaque jour, en nettoyant les maisons des gens qui n'auraient jamais regardé une femme comme elle dans les yeux. Moi, j'ai grandi dans cette réalité sale, bruyante, étouffante. Je me souviens de l'odeur de l'essence, du maïs frit, du béton brûlant sous mes pieds nus. Très tôt, j'ai appris à survivre. Pas à vivre, à survivre. Je vendais des chicles au coin des rues, j'aidais les clients du marché à porter leurs sacs en échange de quelques pièces. Et surtout, j'observais. J'observais les hommes avec des chaînes en or, les pick-up rutilants, les regards que même la police évitait. Je savais qui ils étaient. Et je savais que c'était eux, pas les profs ni les prêtres, qui avaient le vrai pouvoir. Ma mère voulait autre chose pour moi. Elle disait que j'avais des yeux intelligents, que je pouvais m'en sortir autrement. Mais elle n'avait pas compris que dans notre monde, l'intelligence n'est utile que si elle vous aide à survivre aux monstres. Et les monstres portaient des jeans repassés, des lunettes de soleil et des revolvers dans la ceinture. J'avais 18 ans quand tout a basculé. L'année où j'ai arrêté de rêver. L'année où j'ai compris que la faim était un maître cruel. Que la peur de ne pas ramener de quoi manger était plus forte que celle de mourir. J'étais maigre, mais rapide. Silencieux, mais attentif. Et surtout inutile aux yeux du monde. C'est ça qui les a attirés. Je n'avais pas de casier, pas d'histoire, pas de futur. J'étais parfait. Il ne m'a fallu qu'une seule rencontre pour entrer. Une après-midi, 3 pick-up noirs sont arrivés sur la place où je vendais mes chewing-gums. Ils ont attiré tous les regards.
Vitres teintées, aucune plaque, moteur grondant comme des bêtes. 5 hommes en sont sortis. Pas d'uniforme, mais une présence qui avalait l'air. Celui qui menait avait une cicatrice qui courait de l'œil à la bouche. Il m'a appelé « Eh gamin, viens ici !» Mon cœur battait comme un tambour de guerre. Je savais qui ils étaient, les États. Le bras armé du cartel du Golfe, des fantômes vivants qu'on ne regardait jamais dans les yeux. Mais ce jour-là, ils m'ont vu, et j'ai dit oui, je ne l'ai pas fait par ambition, ni par haine. Je l'ai fait parce que j'étais fatigué d'avoir faim, parce que j'avais envie de voir autre chose que la misère dans les yeux de ma mère, parce que je croyais encore qu'on pouvait pactiser avec les monstres sans devenir comme eux. Je me trompais. Je suis revenu à la Placita le lendemain à la même heure comme il me l'avait ordonné. Je n'avais presque pas dormi. Mon estomac était vide, mes mains tremblaient, et pourtant je savais que j'y retournerais comme un chien qui revient vers celui qui l'a frappé, parce que ce maître, au moins, lui donne à manger. L'adresse qu'il m'avait griffonnée sur un morceau de papier menait à une maison banale dans un quartier tranquille. Une façade propre des volets bleus, un jardin modeste. Personne n'aurait imaginé que derrière ces murs, on planifiait des meurtres. J'ai frappé. Un gars à peine plus âgé que moi a ouvert. Il m'a regardé comme s'il lisait ma peur. « T'es Miguel le commandant, t'attends. » À l'intérieur, tout était renforcé, vitres blindées, murs doublés d'acier, caméras dans chaque coin. J'ai compté 10 hommes armés dans le salon, tous jeunes musclés, silencieux. C'était un autre monde, le genre de monde où l'on n'existe que si l'on est utile. Assis sur un fauteuil en cuir, un cigare entre les doigts. Heriberto Lascano, alias El Lasca, regardait les infos. Quand je suis entré, il a éteint la télé. « T'es ponctuel, j'aime ça. » Sa voix était calme, presque douce, mais chaque mot tombait comme une lame de rasoir. Il m'a fixé. Ses yeux, il n'y avait rien dedans. Rien. Ni colère, ni joie. Juste le vide. Un vide glacé. « Écoute bien, Miguel, » m'a-t-il dit. « Ce que je vais te dire ne doit jamais sortir d'ici. Jamais. » J'ai hoché la tête, incapable de parler. « Tu vas être nos yeux et nos oreilles dans ton quartier. Tu vois quelque chose d'étrange. Tu nous le dis. Tu entends des rumeurs. Tu nous les rapportes. Tu restes discret. Tu n'adresses jamais la parole aux flics et tu fais des rapports tous les jours. Compris. » J'ai murmuré. « Oui, chef. » Il m'a donné un vieux téléphone Nokia et un petit carnet avec des numéros. « Tu commences demain, 500 pesos par semaine. Si tu fais bien ton boulot, tu monteras. Si tu déconnes... » Il n'a pas fini sa phrase. Il n'avait pas besoin. Ce jour-là, j'ai signé mon contrat avec le diable. Sans stylo, sans sang, juste avec un regard. Le regard de Lascano. Les premières semaines ont été calmes. J'espionnais les va-et-vient du quartier, notais les plaques inconnues, les têtes nouvelles. Parfois, on me demandait de livrer des enveloppes. Je ne posais jamais de questions. Dans ce monde, poser une question, c'est déjà se trahir. Mais très vite, les missions ont changé. Ils m'ont confié une arme. Une .38 spéciale. Lourde, froide. « C'est juste au cas où », m'a dit l'un d'eux. « Tu n'auras peut-être jamais à t'en servir. » 3 mois plus tard, je la pointais sur la tempe d'un vieillard qui refusait de payer la taxe de protection. Je ne l'ai pas tué. Pas ce jour-là. Mais j'ai senti le pouvoir de la peur. J'ai vu comment la terreur plie les volontés mieux que n'importe quel argument. Et j'ai compris pourquoi les monstres ne crient jamais. Ils n'en ont pas besoin. Ils murmurent. Et tout le monde obéit. Je croyais que porter une arme était déjà une forme d'initiation. Que le simple fait de tenir la mort entre mes mains faisait de moi un homme du cartel. Je me trompais. L'entrée véritable, celle qui te marque à jamais, ne se fait pas avec des mots, ni même avec le sang d'un autre. Elle se fait le jour où tu trahis ce qui reste d'humanité en toi. Ce jour-là, j'ai cessé d'être Miguel. Je suis devenu quelqu'un d'autre, un fantôme avec une identité d'emprunt. Tout a commencé une nuit sans lune dans une ruelle de Matamoros. Le commandant Lascano m'avait convoqué. « Ce soir, tu fais tes preuves, » m'a-t-il dit.
Pas d'explication, juste une adresse, une heure et un ordre, sois prêt. Quand je suis arrivé, il faisait déjà nuit noire. 2 camionnettes attendaient phares éteints. On m'a tendu une cagoule et une paire de gants. Monté. À l'intérieur, ils étaient 5 silencieux concentrés. Pas un mot, pas un regard. Moi j'étais au milieu d'eux, le cœur battant comme un tambour de guerre. On aurait dit une scène sortie d'un cauchemar. La cible. Un jeune homme soupçonné de parler aux fédéraux. Pas de preuve, juste une rumeur. Mais dans notre monde, une rumeur peut être une condamnation. Ils l'ont sorti d'un coffre ligoté, le visage en sang. Il pleurait. Il disait qu'il avait une fille et qu'il ne comprenait pas pourquoi on l'avait pris. Lascano s'est tourné vers moi. C'est à toi de le faire. Mon sang s'est figé. Moi, tu veux faire partie de nous. Alors prouve-le. Mets-lui une balle dans la tête. Je n'ai pas bougé. Ma gorge était sèche, mes mains tremblaient. Le jeune me regardait avec des yeux suppliants. Il devait avoir à peine plus de 20 ans. Peut-être qu'on s'était croisés un jour au marché. Peut-être qu'il avait une mère qui l'attendait ce soir-là. Peut-être que... Mais ces pensées n'avaient plus leur place ici. Lascano m'a tendu l'arme. C'est lui ou toi. J'ai pris le revolver. Mon doigt tremblait sur la détente. Le silence dans la camionnette était assourdissant. Le jeune homme a fermé les yeux. Il a murmuré quelque chose que je n'ai pas compris. Puis, j'ai tiré. Le bruit a résonné dans ma tête pendant des semaines. Ce n'est pas le sang qui m'a hanté, ni le poids du cadavre. C'est le vide que j'ai ressenti en moi après, comme si quelque chose en moi s'était éteint à jamais. Les autres ont hoché la tête. « Bienvenue », a dit Lascano. Juste ce mot. Rien de plus, pas de félicitations, pas d'embrassade, seulement un regard. Et j'ai compris que j'étais maintenant l'un des leurs. Ce n'était pas une cérémonie. Il n'y avait ni serment, ni tatouage, ni rituel. Juste un meurtre. Un pacte de silence scellé par une balle. Ce soir-là, j'ai quitté ma mère sans lui dire au revoir. J'ai quitté mes sœurs sans les embrasser. Je suis rentré à pied, le visage vidé, les mains glacées. Personne ne m'a vu pleurer. Parce que je ne pouvais plus pleurer. Je venais de traverser une porte qui ne s'ouvre que de l'intérieur. Et derrière, il n'y a pas de retour possible. La première fois que j'ai tiré, ce n'était pas un choix. C'était une obligation, une épreuve, un test. Je croyais que ce serait la dernière. Mais j'étais naïf. Dans le monde du cartel, un seul meurtre n'est jamais suffisant. Après cette nuit, tout est allé très vite. J'ai été affecté à une petite cellule locale sous les ordres d'un sicario nommé El Chucky. Un homme petit de taille, mais au regard empli de cruauté. Il ne parlait jamais fort, mais ses mots étaient comme des ordres gravés au fer rouge. C'est lui qui m'a appris ce qu'on appelle « cobrar la plaza », faire payer les commerçants pour la protection. Au début, je me contentais d'accompagner. J'étais l'ombre de ceux qui menaçaient, qui tapaient, qui prenaient de l'argent. Je regardais, j'imitais, j'apprenais. On me disait « Observe, gamin, c'est comme ça qu'on garde le contrôle. » Mais l'observation n'a pas duré longtemps. Un jour, on est allé voir un vieil épicier. Il avait refusé de payer la taxe la semaine précédente. Quand on est entré dans sa boutique, il tremblait. Sa femme est sortie de l'arrière les mains jointes, implorant la pitié. « Nous n'avons rien, Seigneur. Juste de quoi manger. » Le vieux suppliait. Il pleurait. El Chucky m'a regardé. « Toi, montre-lui ce qui arrive à ceux qui disent non. » J'ai cru qu'il plaisantait. « Quoi, moi ?» Il m'a tendu son arme. « Mets-lui le canon sur la tempe. On va voir s'il comprend mieux ainsi. » Je l'ai fait. Ma main tremblait, mon souffle était saccadé. Le vieux s'est mis à prier à voix basse. Sa femme s'est jetée à genoux. Je n'ai pas appuyé sur la détente, mais j'ai vu dans ses yeux que je venais de le tuer quand même. D'une autre manière. Il a fini par céder. Il est allé chercher un paquet de billets cachés dans la réserve. Chucky a souri. Tu vois, c'est ça le pouvoir.
En sortant de la boutique, il m'a tapé sur l'épaule. « Bien joué, Miguel. Tu t'endurcis. Mais ce soir-là, je n'ai pas mangé. Je n'ai pas dormi. Je suis resté allongé dans le noir à fixer le plafond. Je venais de comprendre une vérité essentielle. Ce monde ne te demande pas de devenir un tueur. Il t'oblige à arrêter d'être humain. » Les semaines suivantes ont été un enchaînement de violences, menaces, enlèvements, exécutions sommaires. On appelait ça « nettoyage territorial », un mot propre pour cacher la saleté. On tuait des rivaux, des traîtres présumés, des gêneurs, parfois simplement des innocents, au mauvais endroit, au mauvais moment. Et puis, il y a eu la nuit de Matamoros, une opération importante. Une cellule rivale tentait de s'implanter. On était une vingtaine lourdement armés. On attendait les ordres dans une maison de sécurité. C'est là que je les ai vus, 3 SUV blindés, 5 hommes en costume. Pas des narcos, des hommes d'affaires, propres, silencieux, puissants. Et tous les commandants, même Lascano, se sont levés quand ils sont entrés. C'étaient eux les vrais chefs. Ils parlaient doucement, mais tout le monde se taisait. Ils donnaient les ordres. Pas El Chouki, pas Lascano. Eux. Je n'étais plus un simple exécuteur. J'étais devenu témoin d'un pouvoir plus grand que tout ce que j'avais imaginé. En 2 ans, j'étais passé de vendeur de chewing-gum à opérateur de cellules. Pas parce que j'étais le plus fort ni le plus intelligent, mais parce que je faisais ce qu'on me disait, sans poser de questions, sans trembler. Et dans le cartel, l'obéissance est une monnaie plus précieuse que la loyauté. On m'a confié 4 hommes. Je gérais un petit territoire à la frontière entre Reynosa et Matamoros. Mon boulot, maintenir l'ordre, percevoir les paiements, neutraliser les indésirables. J'avais appris à tuer sans cligner des yeux, à faire disparaître des corps, sans laisser de traces, à négocier avec des policiers comme avec des chefs d'entreprise. Je gagnais plus d'argent que je n'aurais jamais imaginé. Je pouvais enfin envoyer de l'argent à ma mère, habiller mes sœurs, remplir un frigo que je ne voyais plus depuis des mois. Mais l'argent dans ce monde ne sert qu'à mieux te garder en laisse. La vraie ascension est arrivée quand ils m'ont assigné au service d'un homme qu'on appelait El Licenciado. Ce n'était pas un surnom de narco, c'était un titre, un signe de pouvoir, de statut. Il n'avait rien d'un tueur. Il portait des chemises blanches, repassait des mocassins italiens, un regard calme. Il ne levait jamais la voix. Et pourtant, chaque mot qu'il prononçait changeait des vies. Ou y mettait fin. C'est lui qui m'a introduit au Consejo, le Conseil. Un cercle de 5 ou 6 hommes, tous invisibles, tous intouchables. Politiciens généraux, chefs d'entreprise. Aucun n'avait jamais porté d'armes. Aucun n'avait jamais été filmé en train de donner un ordre. Mais tout passait par eux. Les réunions avec El Licenciado étaient comme des conseils d'administration. On y parlait de routes de flux logistiques, de parts de marché. Mais à la place de produits, il y avait de la cocaïne. À la place d'employés, des sicarios. À la place de concurrents, des cibles. Ce que tu vois, Miguel, m'a-t-il dit un jour, ce n'est pas un cartel, c'est une entreprise, une société à responsabilité illimitée. J'étais fasciné, terrifié. J'avais grandi en croyant que le pouvoir se trouvait dans les armes, les muscles, les menaces. Mais non, le vrai pouvoir portait des boutons de manchette. Plus je montais, plus je voyais l'ampleur du système. Des comptes offshore, des sociétés écrans, des accords avec des gouverneurs. Le cartel avait des parts dans des ports, des aéroports, des entreprises légales. Ils investissaient dans la construction, les télécoms, les campagnes électorales. Et moi, j'étais au cœur de la machine. Je connaissais les routes, les visages, les protocoles. Je devenais utile. Donc dangereux. Mais avec la montée venait aussi la solitude. Je dormais peu, je mangeais mal, je vivais avec une arme sous l'oreiller. La peur ne venait plus des ennemis, mais des alliés. Car dans le cartel, plus tu montes, plus tu deviens remplaçable. Je n'étais plus un simple pion. Mais je n'étais pas encore un joueur. Ce que les gens ne comprennent pas, c'est que le cartel n'est pas un groupe de criminels désorganisés. Ce n'est pas une bande de voyous agissant dans le chaos. C'est un système.
Un système avec ses lois, ses hiérarchies, ses traditions. Et au centre de tout cela, il y a un code plus ancien que moi, un code non écrit, mais que tout le monde connaît. On l'appelait le code du sang. Il régissait chaque aspect de notre existence. Il déterminait qui vivait, qui mourait, qui méritait la confiance et qui devait disparaître. Il n'y avait pas de pardon, pas de seconde chance. Chaque règle avait une punition, et chaque punition était définitive. J'ai vu ce code s'appliquer pour la première fois avec un jeune sicario Roberto. Il avait détourné une petite quantité de cocaïne pour la revendre à son compte. Une erreur stupide, mais pas rare. Quand cela a été découvert, il n'a pas eu droit à un procès. Il a été convoqué dans une maison de sécurité devant tous les commandants de la région. Lascano l'a regardé dans les yeux. « Tu sais pourquoi tu es là ?» Roberto a commencé à bredouiller. « Je peux m'expliquer. » Lascano a levé une main. « Il n'y a rien à expliquer. Tu as rompu le code financier. » Ce qui a suivi, je ne l'oublierai jamais. 3 heures. 3 heures de torture, d'humiliation, de cris étouffés. Et nous étions tous forcés d'assister à sa mort. C'était la règle. Regarder pour ne jamais oublier. Un autre cas m'a marqué à vie. Un commandant de cellule avait vendu des informations aux fédéraux. 5 des nôtres sont tombés 2 tonnes de marchandises saisies. Quand le Conseil a appris la trahison, ils n'ont pas seulement ordonné son exécution, ils ont éliminé toute sa famille, sa femme, ses enfants, ses parents, même un frère qui vivait dans une autre ville. Tous. Les règles familiales fonctionnent dans les 2 sens, m'a dit El Contador alors qu'on quittait la scène. Si tu trahis les tiens, paient. Si un autre trahit, les siens paient aussi. C'est la seule manière de maintenir la discipline. J'ai senti mon estomac se retourner. Ce n'est pas trop. Il m'a regardé avec un calme glacial. Miguel, nous ne dirigeons pas un syndicat. Nous contrôlons un empire. Tu crois qu'on peut tenir des territoires, des millions, des armes, avec des règles molles? Il avait raison. La peur était le ciment, l'obéissance la structure, et la mort l'outil ultime de contrôle. Mais ce qui m'a glacé le sang, c'est quand j'ai compris que ce code ne s'appliquait pas seulement aux petites mains. Même les plus hauts placés devaient s'y soumettre. Un lieutenant nommé El Tejano avait tenté de créer sa propre organisation en utilisant nos ressources, nos contacts. Le Conseil n'a pas hésité. En une seule nuit, 53 personnes ont été éliminées. Des sicarios, des membres de sa famille, même des entrepreneurs qui avaient traité avec lui. Le message était clair, personne n'est au-dessus du code. Et moi, j'étais là, témoin, complice, prisonnier volontaire d'un système qui ne pardonnait rien. On m'avait souvent répété qu'Osiel Cardenas était le grand patron, celui que les médias pourchassaient, que les Américains voulaient extrader, que les militaires combattaient. C'était lui le visage du cartel du Golfe. Mais plus je montais dans la hiérarchie, plus je voyais autre chose. Une structure bien plus vaste, bien plus silencieuse. Un jour, dans une maison sécurisée de Matamoros, lors de la préparation d'un gros coup contre un groupe rival, j'ai assisté à une scène qui a bouleversé toutes mes certitudes. On était une vingtaine de sicarios armés jusqu'aux dents, attendant les ordres. Et puis, 3 SUV d'un autre genre sont arrivés. Des véhicules blindés mais sobres. À l'intérieur, 5 hommes en costume. Pas de tatouages, pas d'armes visibles, pas un mot de trop. Ils ressemblaient à des directeurs de banque. Quand ils sont entrés, Lascano s'est levé. Tous les commandants aussi. Moi, je suis resté figé. Jamais je n'avais vu quelqu'un imposer autant de respect à des tueurs. L'un d'eux, un homme de peau claire, costume gris, montre en or discret, a simplement dit « Messieurs, cette opération n'est pas qu'une question de territoire. C'est un message. » Il parlait doucement avec autorité. Pas besoin de crier. Tous écoutaient, même Lascano. Quand ils sont repartis, j'ai demandé à un ancien, un type surnommé El Coyote, qui ils étaient. Il m'a lancé un regard mi-furieux, mi-effrayé.
Tu sais pas, c'est eux les vrais patrons. Pas Oziel. Lui, c'est une façade. Ces gars-là, ils ne seront jamais arrêtés. Ils n'apparaissent dans aucun dossier. Je ne comprenais pas. Mais c'est qui exactement? Il m'a tiré à l'écart et a chuchoté des politiciens, des gouverneurs, des généraux, des hommes d'affaires. Certains apparaissent dans Forbes, d'autres à la télévision. Ce cartel, c'est une entreprise. Et eux, c'est le conseil. Le Consejo. 5 ou 6 individus qui contrôlaient tout. La drogue, les armes, les ports, les routes, les alliances. Ils ne donnaient jamais d'ordre direct. Ils envoyaient leurs opérateurs intermédiaires, des types comme El Licenciado, pour gérer les détails. C'est là que j'ai compris que le cartel du Golfe n'était pas une bande de narcos. C'était une corporation multinationale, avec des départements des audits des procédures. Et moi, je n'étais qu'un pion dans un jeu d'échecs à plusieurs niveaux. Le premier niveau, c'était celui qu'on voyait à la télé, Oziel, les États, les fusillades. C'était la couche de camouflage, celle qu'on pouvait attaquer pour donner l'impression qu'on faisait le ménage. Le deuxième niveau, c'était les cadres, les logisticiens, les comptables, les chefs de cellules, les négociateurs. Et enfin le troisième, le vrai sommet, les invisibles, les intouchables, des hommes qui vivaient dans des quartiers huppés, qui finançaient des campagnes électorales, qui dînaient avec des ambassadeurs. Je me souviens avoir demandé à El Contador « Pourquoi garder Oziel? Pourquoi pas mettre quelqu'un d'autre à sa place ?» Il m'a répondu sans hésiter « Parce qu'il joue son rôle. Tant que les autorités le croient responsable, le conseil reste dans l'ombre. » Ce jour-là, j'ai compris que je n'étais pas soldat, ni même tueur. J'étais un rouage dans une machine conçue pour rendre la vérité invisible. Je croyais pouvoir survivre à tout, aux exécutions, aux trahisons, au silence. J'étais devenu un opérateur fiable, respecté, craint même. Mais rien ne m'avait préparé à l'ordre que j'allais recevoir en mars 2006. C'était un ordre simple, froid, sans explication. Ce soir, tu exécutes Carlos. Carlos, mon ami d'enfance, mon frère de cœur, celui avec qui j'avais partagé mes premiers ballons crevés, mes premiers morceaux de pain. Il n'était pas du cartel. Il travaillait comme mécanicien, vivait humblement avec sa femme et sa fille de 3 ans. Son seul crime, avoir refusé que son atelier serve de façade pour blanchir de l'argent. Ce fils de pute se croit trop propre pour bosser avec nous, m'avait dit Lascano. Tu vas le faire toi-même, Miguel, pour qu'on sache que t'es toujours des nôtres. Je suis sorti sans répondre. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. J'ai marché des heures dans la rue, la cigarette au bec, le cœur en feu. Une ligne venait d'être tracée. Et si je la franchissais, il ne resterait plus rien de moi. À 5 heures du matin, j'ai pris ma décision. Je suis allé voir Carlos. Il venait à peine d'ouvrir son atelier. Je l'ai regardé droit dans les yeux. « Tu dois partir, maintenant, avec ta femme, ta fille, loin, très loin. » Il a pâli. Il a compris sans que je dise un mot de plus. « Mais toi, je pars aussi. » Je lui ai donné les 5000 pesos que j'avais mis de côté. C'était tout ce que je possédais. Je l'ai serré une dernière fois. Je savais que c'était un adieu. Ensuite, je suis rentré chez moi. Ma mère préparait le petit déjeuner. Mes sœurs riaient dans la salle de bain. La vie semblait normale. Trop normale. Je les ai regardées. Je me suis demandé si je devais disparaître sans un mot. Mais non, le cartel les retrouverait, et elle paierait à ma place. Je me suis assis avec ma mère. Elle m'a regardé. Elle savait. Je travaille pour des gens dangereux, maman. Et maintenant, on doit partir. Toi, les filles, tout de suite. Elle n'a pas pleuré. Elle n'a pas crié. Elle a juste posé sa main sur la mienne. Je le savais depuis longtemps. Une mère sans ces choses-là. Mais je t'aime, quoi qu'il arrive. Je les ai aidés à faire leurs valises. Je leur ai donné tout ce que j'avais, 30 000 pesos cachés dans la maison. Je les ai emmenés à la gare, direction Guadalajara. Quand tout ça sera fini, je vous retrouverai.
Je ne les ai jamais revus. Il était 17 heures. J'aurais dû me présenter pour recevoir les dernières instructions pour tuer Carlos, mais à la place, je suis allé au bureau du ministère public fédéral. Je veux parler au procureur le plus haut placé. Ils m'ont fait attendre 2 heures. Puis un homme en costume est arrivé. Je lui ai tendu un carnet. 40 pages. Des noms, des adresses, des lieux, des routes, des membres du conseil. Il a tout enregistré, tout noté. Puis il m'a regardé. Vous réalisez que ce que vous venez de faire va changer votre vie à jamais. Je n'ai plus de vie, ai-je répondu. Je pensais être sauvé. Je me trompais. Je croyais avoir tout risqué pour la vérité, que cette liasse de documents, ces 40 pages tachées de sueur et de sang, suffirait à briser l'organisation, à sauver d'autres innocents, à me sauver moi. Mais le cartel est un monstre à 1000 têtes. Et moi, j'avais simplement coupé une branche sèche. 2 semaines après ma déposition, j'ai appris que le procureur à qui j'avais tout confié figurait lui-même dans ma liste. Il faisait partie du conseil. Mon témoignage n'a jamais été utilisé. Les arrestations, uniquement des exécutants de bas étage. Pas un seul des vrais chefs n'a été inquiété. Et le cartel lui a su. Ils ont mis un prix sur ma tête, 500 000 pesos. Pendant 2 ans, j'ai fui comme un chien blessé. J'ai changé de ville, de nom, de visage. J'ai dormi dans des hôtels miteux, travaillé au noir dans des stations essence, lavé des vitres, réparé des toits, toujours en regardant derrière mon épaule. À Monterrey, on m'a tiré dessus en sortant d'une supérette. À Guadalajara, ils ont investi mon hôtel, j'ai fui par la fenêtre arrière. À Tijuana, j'ai couru pendant 4 heures dans les rues, poursuivi comme un animal traqué. En 2008, j'ai réussi à passer la frontière. J'ai demandé l'asile politique aux États-Unis. Les autorités m'ont interrogé pendant des jours. J'ai tout redit, encore, et cette fois, ils m'ont cru. Ils m'ont accordé la résidence. En échange, j'ai collaboré avec leurs services fédéraux. J'ai aidé à reconstituer des réseaux, à identifier des routes, à décrypter des codes. Mais ce qu'ils n'ont jamais compris, c'est que le mal que j'avais en moi ne s'effaçait pas avec un visa. J'ai appris plus tard que ma mère était morte en 2010, d'un cancer. Je n'ai jamais pu lui dire au revoir. Mes sœurs vivent quelque part sous de faux noms. Elles ont refait leur vie loin de moi. Carlos, lui, a survécu. Il vit au Canada. On s'appelle une fois par an, mais on ne parle jamais de 2006. Aujourd'hui, je vis dans une petite ville du Midwest. Je travaille dans un garage. J'ai une maison modeste, un chien. Personne ici ne sait qui je suis, mais chaque soir, je vérifie 3 fois les verrous. Et chaque matin, je scrute la rue avant d'ouvrir la porte. Parce que je sais que les dettes de sang ne s'effacent jamais. Le cartel du Golfe, il existe toujours, plus discret, plus structuré. Osiel Cárdenas a été arrêté, extradé, jugé. Et pourtant, l'organisation a continué. Pourquoi? Parce que les vrais chefs n'ont jamais été menacés, ils n'ont jamais porté de fusil, ils n'ont jamais trempé dans le sang, ils n'ont jamais été nommés dans un article de presse. Mais ils étaient là, ils sont encore là, et pendant que vous lisez ces lignes, ils siègent dans des conseils d'administration, ils financent des campagnes électorales, ils signent des contrats avec des gouvernements. Les vrais patrons n'ont pas de visage, parce que les vrais patrons sont invisibles.